Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour, je suis super contente de vous retrouver sur ce podcast. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller enregistrer. C'est pas des excuses que je me suis cherchée, c'est juste que ça n'a pas été possible. Voilà. Et parfois quand c'est pas possible, c'est plus simple d'accepter que ce ne soit pas possible. Et donc comme je n'avais pas de contrôle sur le fait que mes créneaux dédiés à l'enregistrement du podcast ont été occupés par des choses plus urgentes ou plus importantes, à ce moment-là, j'ai accepté de ne pas avoir de prise en fait et de ne pas trop me tracasser. Mais alors le podcast est resté en tête et j'ai deux sujets qui m'intéressent et que j'aimerais partager avec vous, qui ont en plus été enrichis au cours des dernières semaines. Voilà, donc je me réjouis ce matin de pouvoir rechausser mes chaussures de marche, ma tenue de sport. Il fait beau, ça c'était aussi un facteur, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mauvais temps dernièrement. Et c'était, je crois que la dernière fois que je voulais partir en forêt enregistrer le podcast, il pleuvait tellement fort que parfois je suis partie avec des petites bruines. Mais là, la pluie était vraiment beaucoup trop forte. Donc c'était impossible de partir en forêt. Mais aujourd'hui, en théorie, toutes les conditions sont réunies. Du temps, du beau temps, de la bonne humeur, je sais pas, mais une humeur qui est plutôt positive. Dans le sens où j'ai envie de partager mon cheminement de pensée. Et voilà, alors on est parti en balade. La forêt est belle. J'ai horreur de l'automne parce que je manque de lumière en automne. Mais les couleurs de la nature sont absolument splendides et magnifiques. Et la forêt est très très belle. Et donc cet élément me remplit le cœur de joie. Voilà. Du coup, ça me fait un troisième élément. Je savais pas trop par où commencer ce matin et j'ai longuement hésité parce que j'ai deux sujets qui me tiennent à cœur. Et je suis pas sûre d'avoir pour chacun des deux matière à remplir un podcast de 40 minutes. Donc je m'étais dit ce matin, avant de partir, je ferai les deux en un. Ça sera peut-être le... Ah oui, le tout premier c'était du 2 en 1 et là je me suis dit bon allez, je vais peut-être en faire un deuxième 2 en 1. Et puis finalement j'ai ce troisième sujet là qui vient d'effleurer mon esprit. Alors je vais peut-être pas faire du 3 en 1 non plus, mon Dieu, que de suspense. Donc le premier sujet que j'avais envie de partager avec vous, c'est sur les bienfaits de la marche. Pourquoi je marche, pourquoi je fais mon podcast en marchant et pourquoi je m'oriente sur le coaching en marchant. Voilà, c'est une pratique que j'ai commencé à mettre en place avec un public bien spécifique et qui semble porter ses fruits, qui ne demande qu'à être développé et amélioré. Ce que j'apprécie dans le coaching, c'est que c'est une pratique qui est en perpétuelle évolution. On ne peut que s'améliorer de jour en jour grâce aux lectures, aux expériences, aux échanges, aux apports venant de l'extérieur. Donc voilà, j'avais ce sujet sur la marche. Le deuxième sujet qui me tenait vraiment à cœur, c'est la dichotomie. La dichotomie, c'est l'action de diviser en deux. On vit dans un monde dichotomique. Le bien, le mal, les gentils, les méchants, le noir, le blanc, le sombre, le lumineux, les normopensants, les neuroatypiques, neurotypiques, neuroatypiques, normopensants. Je ne sais plus c'est quoi le contraire de normopensant.
Enfin voilà, on est vraiment dans un monde fait de dichotomie. Et je trouve tellement dommage d'être dans un système binaire. J'avais envie d'évoquer ce sujet d'un point de vue un peu informatique ou mathématique. Il m'est venu à l'esprit l'autre jour quand ma fille me montrait ses exercices de maths en base 12 ou base 24 et il y avait le système binaire et puis après elle m'a montré la base 12 et la base 24. J'avais un vague souvenir de ce truc-là. C'est pas resté gravé dans ma mémoire, mais à ce moment-là j'ai eu une espèce de flash et je me suis dit mais c'est bien sûr. Quand je parle de vivre en nuances, c'est également envisager sa vie en base 12 ou en base 24. Et pas juste en binaire noir-blanc, juste faux, bien, mal, bon, mauvais, gentil, méchant. Je pense que l'élévation de soi-même, l'espèce de forme de sagesse évoquée à plusieurs reprises au cours de ce podcast, c'est justement d'arriver à appréhender les choses en nuances. Et donc le troisième sujet qui est arrivé comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe, pendant que j'étais en train de vous parler de ma joie ce matin de partager avec vous mes pensées et mes réflexions sur deux sujets, c'est la notion de plaisir. J'aimerais pouvoir en parler un peu plus en détail. En fait, cette notion de plaisir fait écho à un livre que j'avais lu pendant ma dernière grossesse. Un livre d'un grand monsieur qui s'appelle Michel Audin et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'amour scientifié. J'espère que je ne me trompe pas de référence. J'espère que c'est bien le bon auteur avec le bon titre. Je vérifierai après. L'amour scientifié, en fait, c'est une analyse complètement scientifique du phénomène de l'amour. J'avais lu ce livre avant la naissance de ma troisième fille afin de mieux comprendre le processus de l'attachement. Pour resituer un petit peu le contexte, à l'arrivée de la première, j'ai fait un espèce de gros baby blues, dépression postpartum, enfin quelque chose d'assez violent parce que j'ai pas compris le lien entre la mère et l'enfant. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pas trop investi ma grossesse. Enfin, je sais pas. C'est comme si j'étais un peu à l'extérieur de moi-même et quand on m'a posé ce tout petit machin tout chaud sur le ventre, j'ai pas trop compris ce que c'était. Je l'ai allaité assez longtemps pour les Français, on va dire 6 mois. Mais c'était pas une partie de plaisir pour elle et c'était un bébé très très indépendant dès le départ. Et on n'a pas eu ce lien de fusion que j'avais lu qui pouvait exister entre la mère et son nouveau-né. Et quand ma deuxième fille est arrivée, les choses étaient complètement différentes. Et pour préparer l'arrivée de numéro 3, je me suis dit c'est bon, j'ai fait 2 expériences avec sans bagage théorique. Maintenant, il suffit. J'ai besoin d'un bagage théorique pour appréhender les choses. Et donc, je me suis plongée à fond sur le fonctionnement du lien d'attachement mère-enfant. Et donc, sur l'amour et qui est basé sur le plaisir. Parce qu'en fait, on peut décliner ce lien d'attachement au-delà du lien mère-enfant. C'est aussi la relation amoureuse ou la relation d'amitié. Tout ce qui est lié à l'amour est aussi lié au plaisir. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager. Et à partir du moment où on est dans un moment de plaisir, on fabrique tout un stock d'hormones qui sont essentielles à notre cerveau. Et puis récemment, je vais peut-être quand même enchaîner sur le plaisir. On verra les deux autres sujets après qui finalement en découlent. Mais celui-là me semblait important finalement. Cette notion de plaisir, je l'ai abordée récemment avec mon superviseur pour ma formation de coach. On était en train de remettre un peu les pendules à l'heure sur la pratique et sur une étape du coaching que j'avais mal comprise dans la partie théorique. Enfin si, j'avais compris la partie théorique, mais la mise en application me semblait un peu complexe. Et donc il m'expliquait que par exemple, il accompagnait lui
une personne qui voulait changer de métier, qui voulait se faire une reconversion et que avant d'arriver au plan d'action pour sa reconversion, il a fallu aller rechercher tout un tas de choses. Et donc ils se sont rendus compte que cette personne en fait s'offrait peu de plaisir dans sa vie et que ça lui manquait énormément. Et donc pour relancer la fabrication d'hormones liées au plaisir, alors lui il me l'a pas expliqué avec les mots scientifiques, c'est juste une analyse que j'ai faite de ce qu'il m'a raconté. En fait il m'expliquait que dans le plan d'action, le numéro 1 c'était d'aller s'acheter un pantalon. Voilà, parce que cette personne avait exprimé la frustration de ne pas avoir de temps pour aller s'acheter un nouveau pantalon et qu'elle aurait aimé prendre du temps pour aller s'acheter un nouveau pantalon. Et finalement, ça n'avait aucun lien avec la choucroute, la reconversion, d'aller s'acheter un pantalon. Comme ça, vu à froid, ça n'a absolument aucun rapport. En fait, le rapport, il est que si cette personne éprouve du plaisir à aller s'acheter un pantalon, à prendre 2 ou 3 heures de temps pour elle, pour aller dans les boutiques, faire une sélection, essayer des pantalons, acheter un pantalon dans lequel elle se trouve belle et jolie, le fonctionnement hormonal de cette personne va fabriquer dopamine, endorphine, et tout de suite le cerveau va se retrouver boosté. Et quand le cerveau est boosté, il chasse les idées noires. Parce que les idées noires et les idées positives ne peuvent pas cohabiter en même temps. Soit on pense noir, soit on pense blanc. Ah tiens, la dichotomie. On ne peut pas penser les deux en même temps. Ça, c'est une spécificité de notre cerveau d'humain qui ressent des émotions. Et donc, quand on broie du noir, on broie du noir. Et quand on est de bonne humeur, on est de bonne humeur. Et on ne peut pas à la fois broyer du noir et être de bonne humeur. C'est pas possible. Donc, si on prend du temps pour faire des choses qui nous font plaisir, et si on relance la machine à fabriquer de l'endorphine et de la dopamine, le cerveau va évacuer les idées noires et va se mettre à fonctionner de façon positive. Donc quand moi je marche, ça procure un plaisir immense et donc je chasse mes idées noires. Et comme en plus j'adore partager avec mes auditeurs du podcast mes pensées et mes réflexions, ça augmente ma valeur, ça nourrit ma valeur partage qui est absolument essentielle, fondamentale, vitale dans mon mode de fonctionnement. Et donc mon cerveau embraye et fabrique dopamine, endorphine et il embraye sur de la bonne humeur. Des pensées positives et tout ce qui va bien. Voilà. Donc, suite à la compréhension de ce phénomène, je me suis mise à réfléchir. Alors, je réfléchis pas de façon... je m'appelle pas Bouddha, je vais pas aller m'asseoir et méditer au calme quelque part pour réfléchir. Je réfléchis quand je conduis, je réfléchis quand je prépare à manger, je réfléchis quand je fais plein de choses en fait, quand je tricote, quand je joue à mon petit jeu où il faut casser des fruits et des légumes. Je réfléchis à différents moments. C'est toujours une espèce d'activité en arrière-plan. Et donc j'ai pas mal réfléchi à cette notion de plaisir. Et puis comme j'accompagne plusieurs personnes en ce moment, toutes riches de leur expérience et ressentis et de leur vie, on a essayé d'explorer justement cette piste du plaisir. Donc ma conclusion, j'ai horreur de vivre sur des conclusions et des certitudes parce que tout est muable, bougeant et changeable. Donc ce que je suggère aujourd'hui, même en début de coaching en fait, c'est préconisé plutôt sur le troisième tiers. Et on sait que pour être dans un coaching efficace, l'idéal est de se positionner en pensée positive et dans un état d'esprit positif. Donc je fais évoluer ma pratique. Et ce que je propose assez rapidement aux personnes que j'accompagne,
c'est de faire une liste des choses qu'elles aiment faire et d'arriver à se dégager du temps pour les faire et de les faire en pleine conscience. Faire les choses qu'on aime en pleine conscience, si ça ne vous parle pas, je vais vous l'expliquer. Si ça vous parle, ça sera une répétition, une petite piqûre de rappel. Parfois on a besoin de petites piqûres de rappel, formulées différemment, parfois c'est toujours intéressant. Ouais, c'est un peu bizarre comme phrase. Parfois on a des connaissances et puis on ne les met pas forcément en relation. Et c'est avec un autre point de vue que l'on arrive à faire un pont entre deux choses. Et je trouve ça toujours fascinant. J'en parlais cette semaine avec je ne sais plus qui, justement. Dans quel contexte c'était, je ne sais plus. Et on s'est dit, ah mais oui, c'est vrai. En fait, je connaissais les informations, mais je ne les avais pas transposées dans ce domaine. Et finalement, maintenant que c'est transposé, je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr en fait. C'est limpide, ça marche aussi là. Voilà, donc, faire des choses que l'on aime en pleine conscience, c'est déjà établir une petite liste des choses que l'on aime faire. Alors, par exemple, dans mon cas, j'aime tricoter dans ma véranda au coin du feu en regardant une série en langue anglaise. Voilà. J'aime marcher dans la forêt en papotant ou en enregistrant un podcast. J'aime préparer à manger et sentir les effluves de mes plats dans ma maison. Donc voilà, ça par exemple c'est trois petites choses. Ma liste est beaucoup plus longue, mais là je m'arrête à 3. Donc je fais cette liste mentale ou sur un papier, à chacun de voir. Et au moment où je m'autorise cet instant plaisir, donc par exemple au moment où je vais commencer à allumer mon feu, j'essaie de faire les choses de façon méthodique, un peu comme un rituel. Je vais chercher mon petit bois dans mon jardin, je vais chercher mes bûches dans mon jardin, j'installe de quoi allumer mon feu, je prépare. Et je suis dans la visualisation de la chaleur qui va se dégager du feu dans ma cheminée. Et ça me fait plaisir. Je visualise ma tasse de thé, donc je me visualise sur mon canapé avec mon chat, mes pelotes et ma série ou mon film, plutôt une série en général. Donc je suis dans la pleine conscience du moment présent. Je visualise la scène que je suis en train de me préparer et je la savoure. Je me dis, je suis heureuse de m'octroyer ce temps. Je suis dans la gratitude de savoir m'autoriser ce temps de plaisir pour moi. J'apprécie ce rendez-vous avec moi-même. Ce sont vraiment réellement des phrases qui passent dans ma tête au moment où je suis en train de me préparer. Puis je vais mettre l'eau de la bouilloire à chauffer. Je choisis soigneusement mon sachet de thé. Je choisis ma tasse, c'est toujours la même. Je m'assure que la place est libre sur le canapé. Je choisis l'épisode de la série que j'ai envie de lire. Je choisis mon tricot parce que j'en ai toujours plusieurs en même temps. Je m'interroge, est-ce que j'ai envie d'un tricot qui va vite et linéaire? Est-ce que j'ai envie d'un truc un peu plus compliqué? Il va falloir être un peu plus concentré. Enfin voilà, je m'auto-analyse, je me scanne à l'intérieur pour savoir dans quel état d'esprit je suis, pour pouvoir choisir et mon tricot et ma série. Si j'ai envie d'être dans un cocon doudou ou si j'ai envie de me challenger intellectuellement un petit peu, soit d'apprendre quelque chose ou d'être dans un effort. Je dis pas que le tricot est un effort intellectuel, mais quand il faut être très concentré et attentif à ce qu'on est en train de faire pour pas se tromper, ça demande quand même de monopoliser une partie de son cerveau et parfois on n'a pas envie.
Parfois on a juste envie d'un truc mécanique et machinal, et parfois on a besoin d'aller titiller un peu là-haut et d'être dans la concentration. Donc voilà, je choisis mon ouvrage, ma série. Parfois j'ai envie de rigoler, parfois j'ai envie de pleurer, parfois j'ai envie de vivre des émotions, parfois j'ai envie d'apprendre des choses. Voilà, selon l'humeur du moment, j'allais sur une série plutôt historique ou sur un truc à l'eau de rose complètement débile, mais qui fait juste du bien parce que les gens sont gentils, et ils se parlent bien, et même les méchants ils sont gentils, et voilà. Parfois j'ai envie de me challenger émotionnellement, donc je vais aller chercher des choses plus profondes où je sais que je vais finir en larmes à la fin. Je me fais jamais peur parce que j'ai déjà un côté très anxieux, et si je vais sur des polars ou des thrillers ou des trucs où il y a du gros suspense psychologique, je tiens pas la route après derrière. Voilà, c'est pareil, je bois pas de thé noir, ni de thé vert, ni de thé blanc, juste des infusions pour essayer de garder le calme au maximum. Donc, je suis en pleine conscience. Quand je suis en train de préparer ce petit moment-là, je suis en pleine conscience. Finalement, parfois, ça peut me prendre beaucoup plus de temps à le préparer qu'à le vivre. Mais ce qui compte, c'est l'intention d'avoir eu envie de passer du temps avec moi-même et de m'installer confortablement et d'être dans de savourer l'instant présent et d'être heureuse d'être là avec moi et de savoir que je me fais plaisir. Je sais maintenant que mon système hormonal se met en route, que je fabrique de l'endorphine, de la dopamine, que quand mon chat vient ronronner sur moi, il y a aussi de l'ocytocine qui se met en route. Et donc je suis très attachée à mon chat. Et voilà, et je vais bien, et les pensées positives se mettent en place. Et je savoure. Il en est de même, par exemple, pour aller marcher. C'est rare que je décide spontanément d'aller marcher. En fait, c'est un processus qui se met en place à l'avance. Je me donne rendez-vous avec moi-même pour aller marcher. Alors, soit j'ai envie d'aller enregistrer un podcast ou d'aller faire des photos, auquel cas je pars seule. Et là, je cherche un créneau temps dans ma semaine où je sais que je vais pouvoir y aller. Donc le vendredi matin, c'est un créneau temps que je me suis rendu disponible. D'abord, c'est marcher et après, c'est le cours de chant. Et donc, j'ai rendez-vous avec moi-même le vendredi matin. J'emmène ma fille à l'école et après, hop, je pars marcher. En théorie, c'est ritualisé et ça fonctionne. Et je sais à l'avance, je peux fabriquer mon endorphine et mes dopamines à l'avance. Le jeudi soir, au moment d'aller me coucher, je suis déjà heureuse de savoir que le lendemain matin, je vais avoir ce moment de rendez-vous. Et quand je le vis en pleine conscience. Pendant que je suis en train de vous parler et pendant que je suis en train de marcher dans la forêt, régulièrement, j'ai mon cerveau qui m'envoie des messages qui me dit « je suis heureux ». J'aime profiter de ce moment, j'apprécie ce moment, je suis content, voilà, donc il est tout content. Et il fait youpi youpi et ça peut faire des espèces de gifs animés dans ma tête là qui font des contents là et il rigole et parfois quand j'ai l'impression de dire un truc intelligent, il fait un triple salto arrière, mon cerveau il est super content. Et donc après forcément le week-end s'engage en général plutôt bien puisque je suis déjà dans l'état d'esprit positif. Pour la cuisine, à la base, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Et j'aime cuisiner non pas pour me faire plaisir, mais j'aime cuisiner pour faire plaisir aux autres. En fait, ce qui me réjouit dans le fait de cuisiner, c'est de savoir que je vais nourrir, non pas que les estomacs, mais que je vais aussi nourrir émotionnellement mes proches. Donc, quand je fais à manger, c'est aussi tout un rituel. Alors pendant des années, j'ai pas trop cuisiné parce que mes enfants n'aimaient pas ce que je préparais à manger. Et faire à manger sans pouvoir nourrir émotionnellement mes enfants, ça n'avait pour moi aucun intérêt. Voilà. Quand je prépare un pot-au-feu, ce qui était le cas de cette semaine, ce qui me réjouit le plus, c'est pas tant le temps passé à table à le manger, quoique si, j'adore les repas avec les enfants, c'est des moments toujours très riches. Ce
qui me réjouit le plus, c'est quand les enfants passent dans la cuisine ou arrivent vers la maison et disent « Oh, ça sent trop bon !» Et je sais que j'ai fait les bons choix d'épices, de légumes, tout ça, et que ça éveille les papilles et qu'on est sur un moment de partage émotionnel et sensoriel. Et ça, c'est hyper important pour moi. Ce qui fait que quand je cuisine, en général, j'aime être seule pour justement être ancrée dans le moment présent, faire ma méditation en pleine conscience de l'épluchage de légumes. J'ai régulièrement des légumes du jardin de mon père et même si on n'a pas un lien très connecté, on vit un peu chacun dans son monde, on a très peu de contact. Mais j'aime bien savoir que ces légumes ont été préparés, cultivés dans un jardin par mon père, qui les a donnés à ma mère, qui me les a donnés. Voilà, ces légumes ont une histoire. Ou alors quand c'est un légume qui vient du potager de mon voisin d'en face et qu'il me dit « Ah, vous voulez une petite salade ?» et qu'il me ramène un truc de 5 kilos. Ou il me dit « Ah, un petit chou-fleur, ça vous dirait bien ?» Je dis « Bah oui, un petit chou-fleur, pourquoi pas ?» Il me ramène un énorme chou-fleur. Je le prépare pas du tout de la même façon que si c'est un chou-fleur qui vient du supermarché. Ça, c'est rare. En fait, je donne du soin et de l'attention aux choses qui m'ont été données et je leur donne une valeur que certains pourraient trouver peut-être exagérée, mais pour moi, c'est important en fait. Voilà, si mon voisin me donne un chou-fleur, il a mis du cœur. Lui, il a mis du cœur pour le cultiver et il me le donne avec plaisir. Quand il me le donne, il a les yeux qui brillent, il a le grand sourire, il sait qu'il me fait plaisir et donc il est content. Et moi je suis contente. En fait, ce partage de plaisir, il passe par ce légume, qui est juste un chou-fleur, c'est juste un vecteur entre nous. Mais lui, il prend plaisir à cultiver son jardin et quand il me propose un légume, en général, il a le regard qui pétille, il a un grand sourire, il est tout content, il me donne des cajous de légumes parfois. Et donc là, c'était un chou-fleur l'autre jour. Donc il me donne un chou-fleur absolument beau, merveilleux et magnifique. Et moi, quand je l'ai entre les mains, j'ai l'impression qu'on vient de me remettre un bien ultra précieux. Voilà, il a une dimension émotionnelle qui est très forte. Et je vais m'appliquer à le cuisiner bien. Et à prendre du temps à le cuisiner. En fait, je vais y faire très attention. J'en ai même donné du coup un bout à ma voisine américano-allemande. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. De cette rencontre inopinée, il me semble, que j'ai déjà évoquée. Donc voilà, on a une relation d'amitié qui est en train de se créer avec cette femme. Et donc l'autre jour, j'ai partagé du chou-fleur avec elle. Et je sais qu'elle est aussi dans ce référentiel de valeur-là. Et quand je lui ai dit que j'avais un chou-fleur de mon voisin pour elle, elle était super contente. Et je sais qu'elle aussi, elle l'a préparé avec soin. Donc la notion de plaisir, elle est là. C'est donner une valeur à quelque chose qui n'en a peut-être pas forcément à la base. Parce que soyons honnêtes, un chou-fleur, ça n'a pas une valeur de dingue, matériellement parlant. Mais il peut avoir une valeur émotionnelle très forte, puisqu'il aura été donné dans un moment de partage plaisir. Et donc je vais y faire attention. Donc quand je vais me mettre à cuisiner, je vais vraiment être... j'enlève un pull, c'est pas très pratique. Je vais être dans le soin à ce que je fais. Je vais vraiment être appliquée dans la préparation de ce légume, par exemple. Et quand je vais le servir après à table, je vais bien préciser que c'est le légume de mon voisin. Et forcément, la relation au plat est complètement différente que si c'était un plat surgelé du supermarché. Puisque ça fait partie de mon référentiel de valeur, d'apporter du soin, de donner de la valeur et d'être dans le partage et le plaisir. Mes enfants le savent. Et moi je suis en pleine conscience à ce moment-là. Je suis ancrée au sol, les deux pieds par terre. Je sais pas comment
évoquer ça, par exemple, par rapport à la préparation du repas. Ça fait quelque chose de tellement personnel. En fait, quand je suis en train de préparer le légume qui m'a été donné par mon voisin, c'est comme si je ressentais l'énergie du légume. Vous allez prendre pour une folle, mais je suis dans la gratitude du moment. Je sais pas si c'est parlant d'être dans la gratitude du moment. Je me dis, c'est pas de la pensée consciente, hein, c'est de la pleine conscience. Donc c'est le flot, le flux d'idées qui passe, et mon cerveau me dit qu'il est heureux, qu'on lui ait donné un bon légume du jardin. Je revois le sourire de mon voisin qui est content d'avoir partagé avec moi ses légumes. Je me dis qu'on a de la chance d'avoir une relation suffisamment positive avec ce voisin pour qu'il nous donne des légumes. Je me dis qu'on a de la chance de vivre là où on est, parce que sinon on n'aurait pas pu manger ce chou-fleur. Gratiné au four avec de la feta et un peu de fromage blanc, c'est juste une tuerie. Ouais, alors la recette du bon chou-fleur, c'est au four 1 heure à 150 degrés dans un plat avec un peu d'eau pour que ça se dessèche pas trop. Donc on le fait griller. Et puis après, on le sort du four, on émiette de la feta, on met du fromage blanc sur le chou-fleur, puis on fait un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Et là, on repasse à 180, 190 pendant 15 minutes. C'est juste trop bon. On peut le faire avec du brocoli, on peut le faire avec tous les choux qui ont des petites fleurs comme ça. C'est juste trop bon. Et après, quand on passe à table, il y a toujours un moment un peu de silence, mais ça c'est commun à tous les êtres humains. Ce moment où on mange quelque chose de bon, où il y a une espèce de silence. Et on dit un ange passe. Et ce silence, il est à prendre avec beaucoup de gratitude en fait. Ce silence, il est une forme de sans vouloir rentrer dans trop de spiritualité, mais c'est un espèce de moment de communion où tout le monde est en train de partager le même plat, de savourer la même saveur, où tout a été préparé dans une chaîne d'amour, de plaisir, de partage. Et finalement, ça arrive dans l'assiette et c'est un moment de partage. Voilà. Donc quand j'essaye de faire comprendre à des personnes en résistance à l'importance pour moi du repas de famille, que j'explique tout ça, ils trouvent que mon repas est beaucoup trop compliqué. Mais pour moi, c'est juste la simplicité du moment et d'être dans la gratitude de la simplicité du moment. Et c'est là où on peut comprendre pourquoi dans certaines religions, juste avant de commencer à manger, certaines personnes prient. Parce que c'est vraiment pouvoir donner, ça s'appelle dire les grâces, hein, mais c'est vraiment être dans cette gratitude du moment où on est tous ensemble, en pleine santé, où on a à manger dans son assiette, où on partage un moment de bonheur. L'ocytocine se fabrique aussi au moment où on est à table tous ensemble, où on échange les uns avec les autres. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, on dit que c'est l'hormone de l'amour. Elle est souvent associée aux relations physiques des adultes, mais c'est une hormone qu'on fabrique dans d'autres circonstances, qui n'est pas exclusive à la vie intime des adultes. Elle se fabrique aussi quand on est en contact avec les autres, mais dans un contact positif. Donc partager un repas, c'est aussi produire de l'ocytocine et puis aussi de la dopamine et de l'endorphine, qui sont des hormones liées au plaisir et à l'énergie positive. Voilà. Donc ça, c'est la petite introduction sur le plaisir. Donc je pense que je vais laisser la dichotomie de côté. Ça sera l'objet d'un prochain podcast, parce qu'en fait, cette notion de plaisir, maintenant qu'elle est définie, on va dire, je vais pouvoir vous parler de mon plaisir de la marche. Pourquoi marcher est important pour moi. C'est une grande histoire. On va repartir loin. Moi, je suis née en 1976. Et donc, voilà, on repart très très loin. On repart il y a bientôt 44 ans.
J'ai marché très tôt. J'ai marché, il paraît, d'après la légende familiale, il paraît que j'ai marché à 9 mois et demi. Voilà. Ce qui est à peu près 2 fois plus tôt qu'une grande partie des enfants, puisqu'on considère que l'âge normé, enfin l'âge qui devrait être normal pour marcher, c'est entre 16 et 18 mois. On considère qu'avant 15 mois, c'est de la marche, avant 14 mois, c'est de la marche précoce, et qu'un enfant doit pouvoir marcher entre 14 et 16-18 mois. Quoi. Voilà. Donc la légende familiale dit que Marie du Jardin des Talents a marché à 9 mois et demi. Appelez-moi Kirikou. Peut-être pour ça qu'il me parle beaucoup, ce petit bonhomme. Donc marcher est important chez moi, vous le comprendrez bien. C'est l'autonomie. Marcher, c'est l'autonomie. Quand on marche, on est indépendant, on est autonome. On se met droit et debout. On appartient au groupe des bipèdes qui marchent. Je pense que dès... en regardant un peu en arrière comme ça, je me dis... avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, ce bébé-là que j'étais devait certainement ne pas du tout vouloir accepter faire partie des animaux et des rampants, hein, ça c'est sûr. Bon, après j'ai eu un petit coup de pouce visiblement de ma mère, mais si j'avais pas été prête à marcher, j'aurais pas marché. Je veux dire, si on a beau mettre des coups de pouce à un gamin, ma dernière fille a marché à 13 mois, quand bien même j'aurais voulu qu'elle marche à 9 mois, si elle n'était pas prête, elle n'était pas prête. Donc effectivement, il y a eu de la stimulation de la part de ma mère, mais ça montre aussi que j'étais prête à le faire. Que mon corps était prêt à le faire, que mes jambes étaient prêtes à me tenir et que mon cerveau avait bien compris le fonctionnement de la marche. Voilà. Donc 9 mois et demi, j'ai commencé à marcher. Non sans gamelle, hein, je me suis pris beaucoup de gamelles. Voilà, je m'en prends encore, hein, je peux encore tomber du haut de mes bientôt 44 ans et de mon 1m70, je peux encore me gameler. C'est comme ça. Voilà. Mais donc, je considère que la marche a été très importante dans ma vie très tôt et j'adore marcher. Ado, j'aimais pas trop ça. Mais ma mère nous laissait pas trop le choix en fait. Le dimanche, elle nous sortait de force et on était obligé d'aller marcher en forêt. C'était pas forcément mon plus grand bonheur et mon plus grand plaisir, mais bon, voilà, on le faisait. Et je dois dire qu'elle a eu raison de le faire. Parfois, je me dis que je devrais peut-être plus forcer mon ado à moi à sortir marcher parce que elle marche pas trop, je trouve. C'est comme ça. Et puis sur la fin de l'adolescence, on va dire, à partir de 16-17 ans, mon père a commencé à nous emmener marcher en montagne, ma sœur et moi. Et alors il paraît que, vu d'un regard extérieur, la légende familiale dit que Marie râlait beaucoup en marchant en montagne, mais le ressenti interne de Marie était qu'elle prenait beaucoup de plaisir à marcher en montagne. Voilà. Je pense qu'un ado ça râle, il devait pas être au courant. J'ai pas un rythme rapide de marche et quand je marche en montagne je suis très lente. Monter me demande beaucoup d'efforts, mais c'est quelque chose que j'apprécie faire quand je peux le faire à mon rythme, même si je marche lentement. C'est important pour moi d'aller marcher en montagne de temps en temps, au moins 1 ou 2 fois dans l'année. J'aime bien pouvoir aller marcher en montagne. Ça me fait un bien fou. Et pendant longtemps, j'avais pas les connaissances suffisantes pour comprendre pourquoi j'avais besoin d'aller marcher. À l'adolescence aussi, on avait un chien, un gros toutou qu'il fallait aller promener régulièrement. Et là où les ados de mon âge avaient des booms le mercredi et le samedi après-midi où ils allaient traîner en ville, moi j'allais promener mon chien et j'allais faire des kilomètres. Mais vraiment des kilomètres avec mon chien. Je pouvais aller marcher 5, 8, 10 km avec mon chien en bordure de mer. Et j'adorais ça, c'était un grand moment de plaisir. Ouais. Après, étudiante, comme j'ai un peu du mal avec les transports en commun,
Si je pouvais marcher pour aller en cours, je préférais largement marcher pour aller en cours. Et j'ai souvent préféré marcher plutôt que de prendre des transports en commun. Et j'ai souvent préféré marcher plutôt que d'avoir une voiture. Mon premier appartement à Luxembourgville, quand j'habitais au Luxembourg, était à 800-900 mètres de mon lieu de travail. Et pour moi, c'était idéal. Aller au travail en marchant, c'est là où je me sens la plus heureuse. Je pars le matin et je marche. Voilà. Donc c'est vraiment un truc qui est présent à l'intérieur de moi. À un moment donné, j'ai eu habité à la campagne quand j'habitais au Luxembourg. Ça a été comme une prison. Je pouvais pas aller marcher, c'était horrible. Je pouvais pas aller au boulot à pied. C'était juste atroce. Ah, il y a un tracteur qui arrive. Attention, on va l'entendre. Je suis obligée de me mettre sur le côté. Voilà, petit tracteur. Quand j'ai décidé d'aller habiter à La Rochelle, on a passé 4 ans à La Rochelle, c'était aussi pour pouvoir tout faire à pied ou à vélo. Et c'est à La Rochelle en fait où j'ai eu la réponse de pourquoi j'ai tant besoin de marcher et pourquoi la marche me procure autant de plaisir et pourquoi elle est tellement vitale chez moi. Et finalement, pourquoi aujourd'hui je fais un podcast qui s'appelle « Je marche donc je pense » et pourquoi je lance mon activité de coaching en marchant pour les jeunes avec troubles type phobie scolaire, phobie sociale, troubles d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est lancé. J'accompagne une jeune fille en phobie scolaire et on marche dans la forêt. Et franchement, j'adore. Et elle aussi, donc ça c'est super. Et donc voilà, quand j'habitais à La Rochelle, j'avais une super psychologue que j'appréciais beaucoup et qui m'expliquait qu'en fait marcher est une activité pendulaire. Donc c'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme un mouvement de pendule qui permet de trier les émotions, comme dans le dessin animé Vice Versa, où les émotions sont représentées par des petites billes de couleur et elles rejoignent chacune leur réservoir. Et donc voilà, donc ça c'était l'explication un peu scientifique. Je marche, donc c'est pendulaire, ce qui se rapproche de la technique de l'EMDR. Ça j'ai déjà expliqué ce qu'était l'EMDR en tout début des podcasts. Donc c'est une technique pas de résolution, mais de guérison des traumatismes émotionnels par le mouvement oculaire pendulaire. Et donc la marche c'est pendulaire, donc quand je marche ça permet de dérouler le fil de pensée. Et souvent il se passe un truc, c'est que j'ai enregistré le podcast en marchant, j'arrive chez moi et j'ai complètement oublié le contenu. C'est comme si c'était pas inconscient, mais c'est tellement méditatif comme activité que quand j'arrive chez moi je sais même plus ce que j'ai raconté dans le podcast en fait. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire une petite conférence qui était liée à un thème de podcast. Et j'ai dû réécouter mon podcast pour savoir ce que j'avais raconté en fait. Et je me suis écoutée, je me suis dit, waouh, c'est intéressant en fait son truc. Là, j'étais morte de rire. J'ai dit, c'est pas possible. Voilà, donc ce que je disais, c'est que la marche, c'est une activité pendulaire, tout comme le vélo ou courir. Et effectivement, pour certaines personnes, quand on fait du vélo, quand on marche ou quand on court, il y a tout un fil de pensée qui se déroule. On pense à plein de trucs, et puis des trucs qu'on va oublier et jeter à la poubelle. Finalement, notre cerveau va pas forcément les garder. L'autre jour, j'ai lu une petite phrase. C'est sur le compte Instagram de Papillonnage. J'adore, elle a toujours des petites phrases mignonnes. Et justement, elle parlait d'un truc, elle disait j'ai marché, j'ai pensé à plein de trucs et mes idées sont toutes parties dans le ciel. Et maintenant, voilà, en gros, c'est je marche, j'ai plein d'idées dans la tête et si je les note pas, elles s'envolent. Et longtemps, j'étais dans la frustration de me dire mince, je suis allée marcher, j'ai pensé à plein de trucs. Et là, je suis chez moi, j'ai tout oublié, quoi. Bah mince. Pourtant, j'ai eu des idées de génie. Quand je marche, souvent, j'ai l'impression d'être Einstein ou Léonard de Vinci. Mais je rentre chez moi et paf, non, je redeviens Marie et j'ai complètement oublié les trucs auxquels j'ai pensé. Moi, j'ai appris aussi à lâcher prise là-dessus
Et à me dire que finalement, si ces idées n'étaient pas restées à l'intérieur de ma tête, c'est sûrement parce que justement ce n'étaient que des idées qui n'étaient pas viables et que il fallait juste les laisser vivre comme des vagues, ça vient, ça va. Et puis on les laisse s'écraser, les vagues. Parfois on en surfe une et puis toutes les autres on les surfe pas. Mais il ne faut pas être frustré de pas avoir pu surfer toutes les vagues que l'on a croisées ce jour-là. On peut en surfer que quelques-unes. Donc parmi toutes ces idées, j'en ai que quelques-unes qui vont se concrétiser. Mais si elles se concrétisent, c'est super bien. Donc quand je marche, voilà, déjà il y a tout ce côté intellectuel, de laisser le cerveau s'exprimer. Bonjour madame. Et de ne pas être dans le contrôle. Oh, j'ai eu peur. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un sortir du chemin. De ne pas être dans le contrôle du flux de pensée. Donc le principe de ce podcast en fait. Je ne contrôle pas du tout, j'ai pas de trame, j'ai pas de fiche à l'avance. Je sais juste que j'ai des thèmes qui m'intéressent. Mais forcément, à un moment donné, je serais allée marcher, j'aurais pensé à un truc que j'aurais pu mettre dedans. Et puis finalement, quand je suis sur le moment même, je ne vais pas forcément y penser. Puis après, je vais me dire, ah tiens, l'autre jour, j'avais pensé à un truc, j'aurais pu le mettre dedans. Si je commence à me retracasser de tout ça, je m'en sors pas. Donc j'ai appris à laisser de côté, en fait, à me dire, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Et c'est que c'est pas autrement pour le moment. C'est fonctionnel comme ça. Ensuite, par rapport à la marche, j'ai enfin accepté. Alors j'ai accepté il y a déjà un moment que j'étais au potentiel, enfin que je le suis d'ailleurs, parce que je le suis toujours, mais ça m'affecte moins, puisque comme c'est accepté et que c'est rangé, je ressors ce tiroir quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que le fait d'être au potentiel n'est pas sans arrêt actif dans ma tête. Je commence, maintenant ça fait 15 ans que je travaille dessus, voire plus. Ça prend du temps. Je commence juste à avoir tellement d'informations sur le fonctionnement des hauts potentiels. Et je suis passée par toutes les étapes pour arriver à l'acceptation. C'est comme pour un deuil. Moi, mon deuil, c'était d'être normopensante. Voilà, je me suis battue pendant des années pour avoir l'illusion d'être normopensante. Et puis, un jour, il faut accepter que c'est pas le cas. Et le processus de deuil est très long. Enfin, chez moi, il était très long. Il a été chaotique. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance. Ça n'a pas été simple. Moi aussi, j'ai eu envie de pouvoir le crier sur les toits, d'aller voir les gens et leur dire « Mais tu comprends pas, j'ai juste au potentiel !» Enfin, voilà. Et oui, c'est pas de ma faute, c'est juste parce que je suis au potentiel, voilà. Alors, cette phase-là, elle est finie, elle est derrière. Aussi, grâce au travail que je fais avec la psychologue que je vois maintenant, là où je vis aujourd'hui, qui est une personne fabuleuse, et avec qui on a pas mal travaillé justement sur la dissociation. Effectivement, Marie, vous êtes au potentiel, mais être au potentiel n'est pas l'explication de tout. On peut être au potentiel et être né dans une famille saine, avec une communication saine, et dans des relations saines, être dans un microcosme sain, et tout va bien. Et le haut potentiel n'est jamais un problème finalement, puisque il y a des personnes qui ont cette chance-là, entre guillemets, d'être nées dans un milieu où tout va bien, et où ça ne pose absolument aucun problème, et où finalement être au potentiel, ça leur viendrait même pas à l'esprit de penser qu'ils sont au potentiel, puisque de toute façon, chez eux, c'est normal, une espèce de forme d'hérédité familiale, de réussite sociale et scolaire, rien n'est compliqué, tout va bien, tout le monde a fait des études supérieures, conforme aux attentes, tout va bien, tout roule, un peu le monde des bisounours, mais qui fait un peu rêver parfois. Bon, après, on sait qu'il n'y a pas une famille à zéro problème, mais en attendant, c'est des milieux où il n'y a pas forcément de très grands traumatismes, ou alors la communication est suffisamment en place pour qu'on puisse échanger librement des choses,
les relations sont saines, il n'y a pas de violence éducative ordinaire, on banalise pas la violence. Enfin voilà, ça existe, on le sait, mais c'est pas la majorité des cas. Donc pour mon cas à moi en tout cas, la violence éducative ordinaire, donc ça j'ai appris ce mot il n'y a pas très longtemps grâce à une des personnes que j'accompagne et qui je sais écoute ce podcast dès qu'il sort, donc elle se reconnaîtra, je le sais. J'avais jamais mis un mot sur la violence éducative ordinaire, donc les VEO. C'est une grande révélation aussi et c'est une grande prise de conscience. Alors j'en étais consciente avant, mais j'avais pas les mots. Maintenant j'en suis consciente et j'ai les mots, donc j'essaie de travailler dessus, de sensibiliser autour de moi par rapport aux VEO, donc aux violences éducatives ordinaires. Et ces VEO peuvent avoir des effets absolument exponentiels chez les enfants à haut potentiel qui deviennent des adultes. Puisque tout prend des allures exponentielles chez les hauts potentiels, parce que tout prend des dimensions bien plus importantes que chez les enfants normaux-pensants. Et donc j'en étais où par rapport à ma marche et au potentiel, processus de deuil, marcher, plaisir, marcher. Ça, je suis en train de vous raconter. Ah, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Oh, c'est la première fois que ça arrive sur un podcast. Non, mais alors. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais fini par accepter mon mode de fonctionnement à haut potentiel après un processus de deuil très long. Et que le rapport c'était avec la marche. Je vais faire pause, je vais aller écouter ce que j'ai mis avant. Ah c'est bon, j'ai retrouvé où j'en étais. Alors oui, je disais par rapport à la marche et le fait que j'ai accepté d'être haut potentiel, avec le haut potentiel j'ai aussi une forme d'hyperactivité qui ne m'empêche, moi j'ai pas un TDA, j'ai pas de déficience de l'attention, j'ai juste une hyperactivité, c'est-à-dire que j'ai besoin de me dépenser beaucoup plus qu'une grande partie des personnes. J'ai beaucoup de mal à rester en place et rester assise à rien faire, c'est très très compliqué. Il faut vraiment que je sois ultra fatiguée pour arriver à me poser et à rien faire. Alors, évidemment, pendant les vacances, j'aime toujours bien passer 24-48 heures à tricoter sur mon canapé, à regarder des films. Je binge, je regarde plein de trucs. Je peux regarder 8 heures de films dans la journée, mais ça veut dire que je suis très fatiguée mentalement et physiquement, et que, enfin c'est surtout mentalement en fait, et que mon cerveau a besoin de beaucoup de repos. Et donc là je vais regarder tout un tas de merdouilles, enfin pas trop des merdouilles non plus, mais voilà, des trucs à l'eau de rose, un bon Christmas movie, un bon film de Noël, ou une bonne série, tout est bien qui finit bien, un truc qui fait du bien au cœur, qui remplit le réservoir affectif d'amour. Et voilà, donc quand je me prends le temps de rester comme ça 24-48 heures en mode pause, c'est que je suis fatiguée mentalement, mais sinon globalement depuis que j'ai commencé à marcher à 9 mois et demi jusqu'à aujourd'hui, je suis plutôt hyper active. Ce qui suscitait l'incompréhension par exemple de ma mère qui comprenait pas pourquoi à 2 ans et demi, alors que j'étais déjà à l'école, je refusais de faire la sieste et que j'ai pas pu être scolarisée l'après-midi à l'école pendant une grande partie de mes années de maternelle, donc la sieste était obligatoire, parce que je foutais le bordel dans le dortoir tous les après-midi. Elle m'avait cousu des rideaux opaques pour que je sois vraiment dans le noir. Enfin, c'est limite de la maltraitance parce que elle voulait vraiment que je dorme l'après-midi et moi, pouf, hyper active. Impossible de dormir l'après-midi. Je pense que si la Ritaline avait existé à l'époque, j'aurais été cliente à la Ritaline. On sait que chez les filles, ça a des proportions un peu moins envahissantes que chez les garçons. Mais voilà, donc hyper active. Quand je travaillais en bureau, c'était ultra compliqué de rester assise derrière mon bureau pendant des heures. Alors j'y arrive quand je suis en train de faire un truc qui me captive.
Si je travaille sur mes photos, je peux rester 2 heures, 3 heures, 4 heures assise derrière mes photos parce que mon esprit est complètement captivé par ce qu'il est en train de faire. Par contre, du pur travail administratif de bureau, même non, si je suis en train de rédiger un mémoire, parce que j'adore ça, je peux aussi rester assise pendant des heures, mais il faut vraiment que j'ai une plage horaire très longue. Ça, j'ai déjà évoqué le sujet. Mais sinon, j'ai besoin de marcher. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me mettre en action. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier de prof, parce que dans ma salle de classe, je ne suis pas assise. Je bouge, je marche dans ma classe, je me casse la figure aussi, c'est déjà arrivé. Et puis là, avec le nouveau protocole sanitaire, moi j'aime bien parce que je dois déménager de salle toutes les heures et ça me remplit de joie en fait. Je marche dans mon établissement scolaire, je change de salle, je change d'étage, je monte des étages, je descends des escaliers. J'ai l'impression d'avoir fait un grand voyage en fin de journée et moi ça me va. J'ai découvert des nouveaux environnements. Je vais de salle en salle, il faut que je me réadapte à chaque fois. Enfin, je trouve ça ultra stimulant. Enfin, pour moi, c'est juste bénéfique et positif. Après, je comprends que ce soit très embêtant pour des personnes qui ont besoin de stabilité, de sécurité, de rituels. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai ce côté assez hyperactive qui peut être assez handicapant au quotidien. Donc, quand j'ai besoin de marcher, je marche beaucoup. En général, quand j'enregistre le podcast, je vous l'ai déjà dit, je marche à peu près 5 km, ce qui n'est pas forcément énorme, mais c'est déjà pas mal. Ça m'est arrivé juste à titre d'exemple d'être à Paris, c'était en 2017, je crois, 2016 ou 2017, je ne sais plus. Je suis allée passer quelques jours à Paris. J'étais hébergée chez une copine d'un côté de Paris. Et en fait, il faisait hyper beau et j'avais pas du tout envie de prendre les transports. Les 2 journées où je suis allée me promener dans Paris, j'ai marché 21 et 24 km dans Paris. Voilà, et ça j'adore. Explorer une ville à pied, c'est un de mes plus grands kiffs. C'est juste magique de marcher. Je rentre pas forcément dans les boutiques. En fait, ce que j'aime faire, c'est marcher déjà, parce que ça me fait du bien. Et en marchant, je ressens plein d'énergie, je ressens plein de vibrations, j'ai plein d'informations qui passent dans ma tête. J'observe les gens, je regarde comment ils sont habillés, comment ils marchent. Enfin, mon cerveau traite énormément d'informations à la fois. Et finalement, quand je voyage, c'est vraiment ce que je préfère. Quand je vais rentrer, je vais avoir une meilleure vision du pays dans lequel je suis allée si j'ai pu justement marcher dans une ville. J'adore marcher à la campagne aussi, mais pour d'autres raisons. Mais quand je voyage, j'adore aller marcher dans une ville. Je trouve ça ressourçant. Là, en cette période de Covid, c'est très frustrant. J'ai plus l'occasion d'aller marcher dans des villes. Et ça me manque beaucoup, en fait, de ne pas aller sentir les odeurs, regarder l'architecture, observer les gens. Enfin voilà, c'est des choses que j'adore faire et qui sont vitales dans mon mode de fonctionnement et que je n'ai plus beaucoup en ce moment. Je crois qu'on arrive sur la fin du podcast. Donc voilà, aujourd'hui l'idée était de vous parler de la notion de plaisir, de en quoi c'est important de prendre des rendez-vous avec soi-même, peu à peu la durée du rendez-vous. Si c'est juste aller manger une pomme sur son balcon, à défaut d'aller fumer une cigarette, parce que c'est pas bon pour la santé. Mais voilà, parenthèse. Donc c'est un ami un jour qui m'a dit, mais je fume plus, hein, mais il m'a dit, mais au lieu d'aller fumer une clope le soir, manger une pomme. Je dis, ouais, c'est pas pareil. Donc maintenant j'ai l'habitude de dire d'aller manger une pomme sur le balcon, au lieu de parler de fumer une clope sur le balcon. C'est un peu comme Lucky Luke qui a son brin d'herbe dans la bouche. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le moment de plaisir en pleine conscience n'a pas forcément besoin d'être très long, mais il a besoin d'être là, existant, et d'être justement dans cette gratitude, d'être dans la reconnaissance du moment et de se procurer à soi-même des pensées positives. D'être capable de se dire qu'on est heureux de s'autoriser ce moment-là, que c'est une grande chance de pouvoir le faire, que c'est un moment de bonheur d'être au rendez-vous avec soi-même, qu'on apprécie sa propre compagnie aussi.
Ah ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre podcast. Apprécier sa propre compagnie. Ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé un énorme travail sur moi-même, une très grande compréhension de beaucoup de choses. Et aujourd'hui j'y arrive et j'avoue que j'adore. Voilà. J'aime bien passer du temps avec moi-même. Des fois je me trouve plutôt sympa comme nana et je me dis que j'ai un humour qui me fait bien rire. Et qu'on passe des moments sympas, moi-même et moi. Et voilà, ça peut sembler bizarre comme ça, mais c'est la réalité. Et le jour où on apprécie passer du temps avec soi-même, c'est déjà une grande étape. Et la marche en solo, c'est un grand moment passé avec soi-même. Tous les moments de pleine conscience sont des grands moments passés avec soi-même. Et même s'ils ne sont pas longs dans la durée, mais voilà, de se réinventer au moment d'éplucher des carottes, et ou de faire quelque chose qui est important, se mettre du vernis à ongles, faire un masque. Enfin voilà, c'est à chacun de trouver sa liste des choses qu'il ou elle aime faire pour soi-même et d'en trouver plusieurs dans la journée. J'ai pas un compteur qui dit ouh là là, il faut absolument avoir 5 trucs qu'on aime dans la journée. Non, c'est à vous de les chercher, mais un seul c'est pas assez. La production d'hormones elle est éphémère. Enfin, je veux dire, il faut sans arrêt alimenter la production. Donc si on fait qu'un seul truc le matin à 8h ou qu'un seul truc le soir à 22h, la journée est longue. Donc c'est important d'arriver à ponctuer sa journée de petits moments plaisir ou sa semaine. Enfin voilà, c'est à vous de savoir quels sont vos besoins et d'arriver à ponctuer les journées, les semaines et les mois et l'année de petits moments de plaisir ou de grands moments de plaisir d'ailleurs. Et puis si votre plaisir à vous c'est d'aller marcher, je vous encourage à le faire parce que c'est sain, ça fait du bien, on est en plein air, on fait bouger son corps, c'est bon pour son cœur, c'est bon pour son gras, ouais je sais pas, si quand même, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le mental, c'est bon pour le système émotionnel, c'est bon pour se réaligner avec soi-même. Enfin la marche, il n'y a pas de contre-indication justement. Et puis quand on a mal quelque part, quand on a une douleur, aujourd'hui on le sait, c'est en mobilisant son corps, c'est-à-dire en le rendant mobile qu'on enlève les douleurs. Et plus on le rend mobile, et plus la douleur passe. Et j'ai quand même oublié un élément ultra important, c'est que c'est grâce à la marche que j'ai réussi à sortir de mon burn-out. Voilà, c'est la marche qui m'a fait éviter les médicaments, c'est la marche qui m'a fait sortir de chez moi, qui m'a remise en marche, qui m'a revigorée, réénergisée, qui m'a redonné la patate, qui m'a redonné la pêche, qui m'a permise justement de sortir les idées noires de ma tête. Parce que quand je marche, ça me fait du bien, ça me donne du plaisir. Et comme les idées noires et les idées positives ne peuvent pas coexister, qu'elles sont là l'une après l'autre, quand j'allais marcher, j'arrivais à chasser ces idées noires justement grâce à la production d'endorphines et de dopamine. Donc je vous remercie pour l'écoute de cet épisode qui est un peu long. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, où que vous soyez, en marchant au bureau, chez vous, en voiture. Mais si vous l'avez écouté jusqu'au bout, c'est que c'était peut-être un moment de plaisir que vous vous êtes accordé. Et déjà ça, c'est énorme. Et je vous remercie d'être là, d'être au rendez-vous. Les chiffres ont un peu baissé dernièrement. Peut-être parce que j'ai pas posté depuis un moment, je sais pas, j'ai pas trop fait de pub sur les podcasts. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un public fidèle. Et ça me fait immensément plaisir. Allez, à bientôt pour un nouveau podcast. Passez une belle journée.